il y a le printemps qui chante. Plus de 133 000 maisons individuelles ont été vendues en France l'an dernier, des maisons neuves. Mais construire sa maison, ça reste un chemin parsemé d'embûches. Sélectionner le bon terrain, le bon constructeur, travailler les plans et puis suivre l'avancée du chantier qui, en général, a un peu de retard. Ça peut vite se transformer en grosse galère. Alors comment bien s'entourer dans cette aventure? Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les différentes formules possibles? On va voir tout ça avec nos invités du jour que vous pouvez interroger au 41 555. Et avec nous aujourd'hui, Catherine Schmidiger, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef spécialisée dans l'immobilier au magazine Le Particulier. Et à vos côtés, Pierre Jude, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur du constructeur de maisons individuelles Maison Pierre, qui vend et livre près de 2000 maisons chaque année en France. Deux premiers messages de nos téléspectateurs avant notre reportage. D'abord, Marianne qui vous demande, moi j'ai fait construire ma maison en pleine campagne, mais je ne l'aurais jamais fait en ville, c'est beaucoup trop cher. Est-ce qu'elle a raison ? Elle a non seulement raison, mais elle est extrêmement réaliste. C'est vrai que construire en ville, où il y a une pénurie de terrain et où forcément donc, les terrains à bâtir sont très chers, c'est absolument pas une bonne idée, ou alors il faut avoir un très gros budget. Ouais. Donc on va construire plutôt dans les zones désertes ou dans les zones où il y a une faible demande et où on a une abondance de terrain à bâtir. Offre, demande, c'est moins cher quand on a une abondance de terrain, plutôt à la campagne. Vous, pour info, vous avez analysé un petit peu les prix en France. Il y a les endroits les moins chers. Vous parlez-vous du Limousin, de l'Auvergne ? Oui, mais forcément. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme en région parisienne sur une zone qui est archi tendue, où tout le monde veut travailler, habiter. On n'est pas non plus sur la Côte d'Azur, coincé entre mer et montagne et où on n'a pas de terrain pour construire. On a tout le contraire, c'est-à-dire pas grand monde qui veut s'installer, en tout cas un bassin d'activité assez calme et beaucoup de terre, beaucoup de terre. Donc on là, le voit effectivement, le prix du terrain entre 34 000 et un peu plus de 50 000 euros. Si on s'intéresse maintenant justement à, vous citiez l'Île-de-France, ou PACA, là ça monte fortement dans les prix. Le prix moyen d'une maison est à 180 000 euros environ et 140 000 euros pour le terrain. Donc c'est du simple au triple en fait. Oui, le prix de construction varie peu, le prix du terrain énormément, c'est la variable d'ajustement. Donc en fonction de son budget, il faut vraiment intégrer ça très rapidement. Rachel vous dit, hors de question d'acheter une maison sur catalogue, elles se ressemblent toutes. On dirait des maisons témoins. Rien ne vaut le charme d'une maison ancienne. C'est vrai que chez les constructeurs, les maisons peuvent paraître en tout cas identiques. Combien vous proposez de maisons différentes ? Nous proposons de base 70 modèles différents qui sont tous adaptables, avec des garages intégrés, des garages accolés, des sous-sols, des enduits qui sont différents, des toitures qui sont différentes, des ouvertures qui sont différentes, des fenêtres de plusieurs dimensions, avec des matériaux qui sont soit du bois, soit du PVC, soit de l'aluminium. Il y a une panel de produits qui est relativement importante. Alors vous nous avez dit tout ce qu'on pouvait changer. On va prendre un exemple justement d'une des maisons que vous proposez, une maison de 87 mètres carrés qui coûte 100, 1 900 euros. Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer dans cette maison ? Ce qu'on ne peut pas changer, là, c'est la structure de la construction. C'est les murs, ouais. L'isolation, la contre-cloison. La contre-cloison étant la cloison intérieure. On peut changer par contre la couleur de l'enduit, la nature de l'enduit d'ailleurs. On ne peut pas changer non plus les cloisons, c'est un peu compliqué. Puis ça n'a pas franchement les pièces sont agencées et fixes. Donc alors, nous proposons systématiquement effectivement des plans qui sont préétudiés afin d'avoir, je dirais, la meilleure méthodologie possible, la meilleure utilisation possible. Il faut savoir qu'on a construit des centaines, voire des milliers de modèles identiques. Donc on les fait évoluer au fur et à mesure du temps, en fonction des demandes du client. Oui, mais concrètement, si j'ai envie, moi, d'avoir un salon un petit peu plus grand, si vous me le vendez à 20 mètres carrés et que je dis, bah non, moi je voudrais 30, c'est possible. Oui, c'est possible. Il suffirait de changer une chambre, d'enlever une chambre, d'enlever la cloison qui sépare la cuisine, si on le souhaite. C'est envisageable. En tout cas. Il y a un certain nombre d'adaptations. C'est cher à ce moment-là, si on demande une modification de plan comme ça. Alors, dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Si vous demandez la suppression d'une cloison sans autre modification, c'est au même prix. Ah, c'est au même prix. C'est jamais moins cher. Non, ça peut être moins cher, mais il faut savoir que les plans sont étudiés, encore une fois, pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix possible. Toute modification engendre le travail d'un dessinateur, de maîtreur, etc. Donc il y a un surcoût. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on choisit de faire construire sa maison, on prend toujours quelques risques. C'est une forme de pari. La plupart du temps, ça se passe plutôt bien, mais parfois, le chantier peut totalement dérailler. Camille Anthony a rendu visite à deux familles qui ont décidé de faire construire pour le meilleur, et vous allez le voir aussi, pour le pire. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous.
Il y a 6 ans, Sébastien et Anne-Cécile ont réalisé leur rêve, devenir propriétaires d'une grande maison en Vendée. Nous, on a fait construire il y a quelques années, on est très contents de ce projet-là. Donc on a voulu une maison qui nous ressemble. Donc on a fait une pièce principale qui est exposée plein sud, on voulait que ça soit une pièce lumineuse. Une maison ultra moderne de 118 mètres carrés qu'ils pensaient au départ inaccessible. On cherchait donc dans l'ancien, c'est vrai qu'on avait ce projet-là initialement. Celle-ci, c'est probablement celle qui nous a le plus plu, mais on s'est rendu compte après coup qu'il manquait toujours une chambre. Il n'y avait pas de deuxième salle de bain, il y avait des travaux à prévoir de terrassement, de finition. Impossible pour eux de dépasser leur budget de 250 000 €, travaux compris. Alors ils ont décidé de regarder le prix des terrains à vendre seuls. Le terrain fait 1400 mètres carrés. On l'a eu à 81 000 €, à peu de choses près, acte en main et frais d'agence inclus. Ce qui est une bonne opération puisque ça revient à prix au mètre carré aux alentours de 65-70 €. Alors que ce type de terrain, on serait plutôt autour de 90-100 € le mètre carré. On est quasiment 25% moins cher que ce qu'on aurait pu trouver ailleurs. Ils ont ensuite fait appel à un constructeur pour évaluer le coût de construction de la maison. 185 000 € en 8 mois de travaux seulement. Il a bien pris note de tous nos desiderata et nous a fait une proposition. On est tombé sur quelque chose qui a ressemblé très rapidement à ce projet-là, avec toutes nos exigences et dans le budget demandé. Entre le prix du terrain et de la maison, le projet aura finalement coûté au jeune couple 270 000 €. Un peu au-dessus de leur budget, mais ils ont bénéficié de 26 000 € d'économies grâce à des aides à l'accession, notamment un prêt à taux zéro, des subventions des collectivités locales et des crédits d'impôt pour leur matériel énergétique comme la pompe à chaleur. Et ils ont pu emménager en temps et en heure. Mais faire construire sa maison demande de bien évaluer les dépenses avant de se lancer, car ça peut aussi vite se transformer en galère. C'est ce qui est arrivé à Steven en région parisienne. Entre son prêt et son apport, il avait un budget très conséquent, 1 million €, mais avec le prix au mètre carré et la surface qu'il souhaitait habiter, toutes les maisons à vendre étaient largement hors budget d'au moins 100 000 €. En faisant construire ici, avec le coût du terrain, la démolition de la maison et la construction neuve, on est en dessous de 900 000 €. Il y a une sacrée différence, d'autant qu'avec ce projet, on a exactement ce que l'on souhaite en termes de disposition, vie dans la maison. Le projet rêvé, mais seulement sur le papier, car Steven a été victime d'un constructeur peu scrupuleux. Donc dès le départ, on signe un contrat qui pour nous est une arnaque, qui comprend une dizaine de clauses illégales, mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Et l'exemple type sont les pénalités de retard, qui dans le contrat sont plafonnées à 5% du prix du contrat, qui correspond en gros à 5 mois de pénalité. Sur le coup, Steven ne se méfie pas, mais très vite, il réalise que son constructeur ne tiendra pas les délais et que le retard des travaux sera bien plus conséquent que 5 mois. On s'est rendu compte de rien pendant les premiers mois, jusqu'à ce que le chantier prenne beaucoup de retard et qu'on arrive assez proche finalement de la date de livraison, alors qu'on n'était qu'au stade hors d'eau, qui correspond à 55% de l'avancement du chantier. La clause du plafonnement des pénalités de retard que le constructeur lui a fait signer est illégale. Si les travaux ont par exemple 5 ans de retard, c'est au constructeur d'assurer les frais liés à la construction jusqu'au bout. Mais l'arnaque ne s'arrête pas là. Le constructeur avait des problèmes de trésorerie. Il nous demandait de le payer pour pouvoir avancer le chantier et donc laisser des mois entiers le chantier abandonné. Une forme de chantage pour laquelle on était obligé de verser des fonds si on voulait voir notre maison avancer. C'est ce qui s'appelle des appels de fonds anticipés, ce qui est là encore totalement illégal. Steven décide alors de porter plainte pour forcer le constructeur à supprimer les clauses illégales du contrat et à finir le travail commencé. À ce moment-là, le constructeur décide d'abandonner totalement le chantier. Et pendant près d'1 an, Steven et sa famille ne savent pas s'ils vont être capables de couvrir les frais. On en est à plus de 30 000 € de frais d'avocat. Notre loyer pendant cette période, c'est plus de 50 000 € à couvrir. On a le garde-meuble. Voilà, on a dépensé plus de 100 000 €. Puis coup de théâtre, le constructeur finit par déposer le bilan. Et paradoxalement, c'est ça qui les a sauvés, car son garant financier a pu prendre le relais. Une assurance obligatoire qui garantit la construction en cas de défaillance. La défaillance est compliquée à démontrer au garant. Ce qui est sûr, c'est qu'une faillite, un dépôt de bilan, c'est l'état ultime de la défaillance, et là qui active le garant automatiquement.
Résultat, Steven s'en sort in extremis et reçoit un chèque de 100 000 € qui couvre les 20 mois de retard de chantier. Toujours en friche et surtout avec plein de malfaçons. Un exemple, vous voyez ici dans cette pièce, normalement il doit y avoir 3 bouches de ventilation et il en manque une ici. Il en manque une, donc ils vont être obligés de rouvrir tous les plafonds et de passer une gaine pour qu'il y ait une bouche d'aération comme c'est prévu par le technicien. Heureusement, Steven n'aura pas à verser 1 centime de plus pour le surcoût du chantier. C'est entièrement pris en charge par le garant, tout comme son loyer actuel. Cependant, tous ces frais d'avocat, qui s'élèvent tout de même à plus de 30 000 €, restent à sa charge. Si tout va bien, Steven et sa famille devraient emménager dans leur nouvelle maison d'ici quelques mois, avec près de 2 ans de retard. Non, mais faut être clair. Pierre Jude, c'est... On est à l'antenne. Ça y est, on reprend la discussion. Pierre Jude, c'est dur pour cette famille qu'on a vue à l'écran. Elle n'a pas eu de chance. Mais il y a visiblement eu des problèmes qui auraient pu être soulevés dès la lecture du contrat avec le constructeur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut refaire lire ce type de contrat par un professionnel ? Déjà, il faut lire son contrat soi-même et puis, encore une fois, s'assurer que les gens passent par un constructeur et pas forcément par un autre intervenant qui n'aura pas les mêmes garanties qu'un constructeur de maison. Il faut savoir que notre métier est extrêmement réglementé, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, il l'est et je dirais en faveur du consommateur de manière très importante. Donc la première chose, effectivement, c'est de lire son contrat. Si on veut se faire assister, on peut éventuellement passer par les ADIL, que vous développerez peut-être mieux que moi. Les associations départementales d'information pour le logement. Les agences départementales d'information sur le logement. Donc, ils sont absolument capables. Ils peuvent relire un contrat Oui, ils peuvent relire un contrat. Les mentions sont archi connues, balisées. Elles sont dans le code de la construction et de l'habitation. Donc, il suffit de vérifier. Ouais. Et les ADIL sont tout à fait capables de vous dire votre contrat est conforme, votre contrat n'est pas conforme. Attention, là, il y a une clause qui n'est pas licite, une clause non écrite. C'est ce qu'on appelle la clause non écrite. Et pour info, je crois que la consultation est gratuite. Et la consultation est totalement gratuite. Donc, vraiment, il ne faut jamais hésiter si vous avez le moindre doute. Mais pour éviter le moindre doute, vous allez d'abord vérifier que vous avez un constructeur Capignon-sur-Rue qui est inscrit au registre du commerce. Vérifier sur Infographie s'il n'a pas de problème. Qu'il est assuré. Évidemment qu'il est assuré. Et voilà, il faut qu'il ait une attestation d'assurance. Il faut qu'il soit assuré dommage ouvrage, c'est mieux. Et il faut qu'il bénéficie surtout, il vous fasse bénéficier d'une garantie de livraison. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que s'il est défaillant, s'il accumule les retards, s'il y a vraiment un gros problème, ce qui est arrivé à ce monsieur, là, la défaillance de son constructeur, il s'en est aperçu beaucoup trop tard. Donc, là, garantie de livraison, assurance dommage ouvrage. C'est une assurance de toute façon. Il y a un assureur derrière. Voilà, il va prendre en charge les frais, il va prendre en charge le retard au-delà de 30 jours. Il va finir les travaux si nécessaire. C'est indispensable. Et puis, l'assurance dommage ouvrage, c'est autre chose. C'est ce que le professionnel souscrit qui permet, en fait, quand vous avez vraiment des malfaçons énormes et des gros problèmes pour habiter le logement, qui va vous régler, qui va vous indemniser sans rechercher les responsabilités, qui a fait quoi l'architecte, le constructeur, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est le cadre. C'est vraiment la chose qui met dans la boîte le contrat et qui fait que vous êtes protégé. Question de Bernard maintenant qui vous demande est-ce qu'il est plus intéressant d'acheter un terrain seul et ensuite de faire appel à un constructeur? Est-ce que vous y allez? Il est plus simple, je dirais. Deux formules en fait. Ouais. Il est plus acheter un terrain seul sans savoir forcément quelle maison on envisage. Ça me paraît relativement imprudent et compliqué. Le plus simple, c'est de faire son projet dans son ensemble. Éventuellement consulter un constructeur. Le constructeur est d'abord un prestataire de service. Il va commencer par étudier avec vous votre budget. De ce budget, faire un choix éventuellement de construction, de terrain, et que l'opération se fasse parallèlement, achat du terrain et choix de la construction. C'est plus simple de faire les deux plutôt qu'éventuellement acheter un terrain et s'apercevoir ensuite qu'il y a des problèmes pour poser la maison de son choix sur un terrain qui ne permet peut-être pas ou qu'il y a des contraintes. Vous diriez la même chose, Catherine? Moi, je dirais que je voudrais replacer les choses dans un contexte peut-être un peu plus large. En fait, acheter un terrain pour faire construire la maison de ses rêves, si on prend vraiment le soin de choisir son terrain, on a peut-être un budget un peu supérieur. On n'est pas sur le même type de produit que la maison de constructeur, qui est franchement une maison, je veux dire, honnête, quoi. Il y a des problèmes, mais c'est la maison des gens qui veulent se faire construire une maison, 120 mètres carrés, on est sur des budgets qui ne sont pas trop élevés, on a des terrains qui peuvent valoir 80-90 000 euros. On peut se faire une maison sympathique en résidence principale. Après, si on veut choisir vraiment un terrain, ça veut dire que derrière, si on prend un constructeur qui n'est pas un constructeur de maisons individuelles qui vend de la maison sur catalogue, on va peut-être faire appel à quelqu'un, à un architecte, on va avoir un projet un peu plus ambitieux. Ce n'est pas le même produit, ce n'est pas le même budget. Il faut juste
juste savoir où on se trouve. Oui, il y a plusieurs l'accepter, manières de faire construire. Voilà, et C'est ça. les contraintes qui vont avec. Et si jamais on fait cette décision de choisir d'abord le terrain, on s'adresse à qui? C'est la mairie de sa commune, un notaire? Alors ça dépend, on en parlait tout à l'heure, on peut tout à fait aller voir en effet un constructeur, il est en contact avec potentiellement les particuliers qui sont aptes à vendre, enfin qui sont désireux de vendre, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les aménageurs lotisseurs, ce sont des gens qui vendent des terrains qui sont tout équipés, donc vous avez déjà l'accès au réseau, vous avez déjà des terrains qui sont prêts à construire. Donc là on les connaît, on va voir effectivement ces gens, les constructeurs les connaissent aussi, quelques agences immobilières, les petites annonces, le notaire quelquefois, c'est un marché un peu dispersé le terrain à bâtir. Hein. C'est d'autant plus important ce que dit madame, c'est que si on achète un terrain, avant de se renseigner qu'il n'est pas viabilisé, et avant de se renseigner le coût de la viabilisation, et ça peut arriver si on est éloigné des canalisations d'eau, d'électricité, à des sommes faramineuses. Nicole vous demande, est-ce que l'on peut avoir des aides financières pour la construction d'une maison? Est-ce qu'elles sont parallèlement plus intéressantes que dans les maisons anciennes? Effectivement, il y a des aides pour l'acquisition. Ces aides, c'est principalement le prêt à taux zéro, dont on a parlé pas mal ces temps-ci. Il faut savoir que le territoire français est découpé en 4 zones. La zone A, la zone B, la zone B2 et la zone C. Le gouvernement actuel a réduit les aides en zone B2 et C. Les gens pouvaient prétendre par le passé à 40% de leurs projets en PTZ. Désormais, prêt à taux zéro, oui. En prêt à taux zéro. Désormais, ce sera 20% en zone C et B2. Et ces zones, c'est quoi? C'est des endroits dans le territoire Ces zones, la zone B2. Les zones moins peuplées, les zones les moins peuplées, la, c'est ça? la zone B2 et la zone C, c'est essentiellement la province. C'est quand même 34 000 communes en France sur 36 000. Donc ah oui, d'accord. Ah oui. Donc ça veut dire que clairement, il va y avoir un impact sur les futurs acheteurs. Alors, oui, forcément, il va y avoir un impact, mais ça, c'était le projet de départ. Hein. Vous voulez recentrer le PTZ sur les grandes villes. Je crois qu'il a été voté il y a quelques jours d'ailleurs. On l'a continué. Le PTZ sera éligible dans les grandes villes, dans les petites et moyennes villes pendant encore 2 ans, 2018-2019. Après, ça sera plus du tout autorisé. Donc, on a un petit sursis, si vous voulez. C'est la dernière chose qu'ils viennent de voter, donc, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça excluait, à partir de 2018, 60 000 accédant à la propriété avec le PTZ. C'est pas possible, c'est une population gigantesque. Dans l'état actuel, c'est 30 000 logements néanmoins en moins sur ces zones, ce qui est quand même beaucoup, 30 000 logements par an. Oui, j'imagine que ça ne vous arrange pas. Alors, il y a une aide complémentaire, c'est les APL. Aujourd'hui, on attend la décision, je dirais, du gouvernement, puisque aujourd'hui, l'APL n'existe plus alors qu'elle existait hier. Manifestement, il y a des discussions en cours. Il est possible que l'APL pour l'accession continue ou pas, on n'en sait rien. Mais dans l'État, elle n'existe plus. Question de François qui vous demande, j'ai envie d'une maison très écologique. Est-ce que les constructeurs proposent ce type de maison sur catalogue? Oui, absolument. Alors, il faut savoir que ces 10-15 dernières années, il y a eu d'énormes, je dirais, progrès qui ont été faits en matière d'économie de chauffage. On a aujourd'hui des maisons qui consomment extrêmement peu, qui sont peu énergivores. On arrive pour une maison de 100 mètres carrés à environ 60 € de consommation mensuelle pour l'énergie, ce qui est très peu. Mais si je veux avoir des panneaux solaires, par exemple, comme on voyait tout à l'heure, c'est des choses qui sont envisageables? Absolument. Aujourd'hui, on propose depuis quelques mois des panneaux solaires. Non seulement les panneaux solaires, mais on propose également un équipement qui permet de stocker l'énergie et de l'utiliser quand on en a besoin. Et là encore, on fait une économie de l'ordre de 60% de la facture totale, ce qui est énorme. Dernière petite question de Bruno qui nous demande la différence entre un architecte et un constructeur. On va peut-être laisser Catherine parce que... Alors, de quel point de vue? La différence entre un architecte et un constructeur, tous les deux sont des professionnels qui disposent d'une assurance. Après, l'architecte, c'est ce qu'on appelle... Alors, en général, il intervient comme maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'il arrive, il fait les plans. Donc, vous pouvez faire appel à lui uniquement pour les plans. Mais il est en plus potentiellement un maître d'œuvre. Alors, un maître d'œuvre, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va mettre en œuvre votre chantier. Il va surveiller les entreprises. Il va s'occuper de déposer le permis. Il va s'occuper de surveiller le chantier. Il prend en charge votre chantier. Mais en gros, c'est une celui prestation qu'on appelle... supplémentaire. Ah, c'est pas celui qu'on appelle si on décide de se passer de constructeur. Et quand même, il vous faut un maître d'œuvre. Ou alors, il faut quelqu'un qui va diriger vos travaux. Il faut quelqu'un qui va coordonner tout ce petit monde. Vous pouvez très bien conclure des contrats individuels avec l'électricien, avec le plombier, avec le maçon. Mais alors là, bon courage. C'est une activité à 98% de votre temps. Donc, c'est juste pas possible. Auquel cas, l'architecte, effectivement, va faire les plans, mais va s'occuper du chantier. Concrètement, c'est lui qui va Et donc, on peut avoir s'occuper soit un de choisir les constructeur, soit un architecte. C'est ça, oui, c'est l'un parce ou que l'autre, ce que vous appelez le constructeur, en fait, c'est celui qui vous propose la prestation globale de construction. C'est monsieur. Voilà. Et à côté, vous avez des entreprises générales de construction
qui ne sont pas des constructeurs de maisons individuelles, des entreprises pluridisciplinaires qui font travailler plusieurs corps de métier, qui peuvent d'ailleurs être le maître d'œuvre, c'est-à-dire s'occuper de l'ensemble de votre chantier, ou des artisans que l'architecte va vous aider à choisir. Il va aussi être le chef d'orchestre. Être le chef d'orchestre et vous allez conclure des contrats avec chacune des entreprises, vous de votre côté. Voilà, donc effectivement, allez voir un architecte si vous tenez Sachant qu'à partir de 150 mètres carrés, on est c'est obligatoire. Voilà, surface de plancher. Très bien, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.